Donc, dis-nous un petit peu aujourd'hui où tu en es, qu'est-ce que tu fais, comment tu as envie de te présenter? Alors, qu'est-ce que je fais Beaucoup de choses, sûrement. En fait, alors derrière la problématique du faux self se cache la problématique de l'autorisation, c'est-à-dire s'autoriser à prendre sa place, à se relier à sa créativité, à être auteur de quelque chose. Et en fait, je continue à travailler avec les gens qui ont besoin de s'autoriser. Donc, je travaille toujours avec les gens qui ont un faux self. Et je travaille aussi avec les praticiens qui ont besoin de s'autoriser à inventer leur place. Et je travaille aussi avec des auteurs, des écrivains qui, eux aussi, ont besoin de débloquer leur processus d'autorisation. Donc, je tourne toujours autour de la même problématique parce que c'est celle qui m'intéresse le plus, mais en l'adaptant à différents types de publics. Et sinon, j'ai coécrit un roman avec un scénariste qui va sortir en septembre, normalement. Waouh, génial. Bah, tu vois, je découvre plein de choses. Alors, je vais proposer aux personnes qui sont dans la salle ou qui sont, Morgane, peut-être si tu vois les questions dans le groupe Facebook, de voir si vous avez regardé la vidéo de Mariana, si vous avez des questions à poser. Est-ce que tu m'as entendu sur cette histoire de triangle dramatique et de rejet? Juste la fin. Je suis Juste la fin? arrivée Ok. juste à la fin. Hein. Parce que j'ai envie de rebondir là-dessus, si c'est OK pour toi, Mariana, mais on a pas mal de personnes qui, dans notre communauté, nous disent qu'elles sont rejetées, qu'elles ne trouvent pas la place dans un groupe, etc. Donc, voilà, à travers ce que tu viens de nous parler, le faux self et cette question d'autorisation, il y a peut-être des choses que tu as envie de nous dire, de nous partager sur ça? Mhm. Alors, le lien entre faux self et sentiment d'être rejeté, euh, en fait, le faux self, c'est une problématique de distanciation et d'implication avec l'autre. C'est-à-dire que faut essayer d'imaginer une sorte de ligne imaginaire comme ça, avec le faux self figé d'un côté, qui est l'extrême de la distanciation à l'autre, où on a une sorte de vitre entre l'autre et soi. On est à l'extrême de la relation à l'autre. En fait, on n'est pas en relation. C'est pour ça que c'est un extrême. Et de l'autre côté, tout à l'autre bout, on a la fusion avec l'autre. Et là, on a le caméléon. C'est celui qui se fond comme ça sur les contours de l'autre. Et en fait, quand on est soit d'un côté, soit de l'autre, on n'est pas en relation. La relation, elle se joue entre ces deux extrêmes. Ici, on est impliqué, là on est beaucoup impliqué, là moyennement impliqué, là un peu impliqué. Quand on va à l'extrême, on est en fusion. Là, on est un peu distancé, là moyennement distancé, là beaucoup distancé, et là on est carrément derrière une vitre. En fait, on se sent rejeté quand on a un faux self, et c'est pour ça qu'on reste en mode faux self. Mais il faut bien comprendre que, en vérité, on commence nous par rejeter l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où on se met derrière sa vitre ou qu'on s'oublie pour laisser toute la place à l'autre, en vérité, on n'est pas en relation avec lui. Donc, on lui renvoie aussi qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas présent. Donc, on a sa part de responsabilité dans le fait que la relation ne se passe pas. En fait, elle ne peut pas se faire. Et c'est difficile de l'entendre que on a sa part de responsabilité dans le fait de se mettre dans les extrêmes. C'est qu'en fait, quand on a un faux self, la relation à l'autre fait terriblement peur. Et c'est ce qu'on pourrait appeler ça une prophétie autoréalisatrice. C'est qu'à un moment donné, quand on a peur de l'autre, on fait en sorte de ne pas être en relation avec lui et puis il nous fait un peu payer aussi. Donc il y a tout un jeu comme ça qui consiste à revenir dans l'entre-deux, entre les deux extrêmes du masque figé et du masque caméléon pour réapprendre à jouer avec l'autre. C'est-à-dire que la relation, ça implique de savoir se bouger sur cette ligne-là. C'est-à-dire, un coup, je m'implique un peu, après, je me distancie un peu, après, je m'implique beaucoup. Et puis, c'est le mouvement qui permet d'être en relation avec l'autre. Et quand on a grandi avec un faux self, quand on n'a pas appris à apprivoiser ce masque social, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas jouer de la distance. Et le problème, c'est qu'on se retrouve à essayer de vivre toutes les situations du monde avec un seul positionnement. C'est un petit peu comme si on avait un piano, comme ça, on a la note la plus aiguë, la note la plus grave, et on essaie de composer toutes les mélodies du monde avec deux notes, parfois avec une seule. Bon, à un moment donné, ça va poser problème. Voilà. Et Okay. le piano, c'est ça, c'est d'apprendre à moduler les choses entre l'autre et soi. Et c'est un travail, hein, c'est pas facile de faire ça. Tout à fait. Ouais, génial. En fait, c'est amusant parce que ça rejoint avec tes mots
et plus de précision très certainement, ce qu'on a déjà abordé sur cette question du rejet. Je vois là dans le question-réponse, je te lis, c'est bon ou tu préfères les lire toi-même? Okay. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ok. Sabrina, j'arrive à moduler mon faux self dans ma vie perso ou vie sociale. En revanche, j'ai plus de mal au travail. Contexte, poste de direction, donc un attendu d'exemplarité, je vais y arriver, de leadership. Quand j'exprime mes doutes sur un projet dans le but de trouver la meilleure solution possible en mode collaboratif, je me rends compte qu'au bout d'un moment, 12-18 mois, je perds en autorité et en respect. Est-ce qu'il n'y a pas de question? Donc, je ne sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus. Mais... Alors, il n'y a pas de question, mais il y a quelque chose qui se joue. Attends. En dessous, excuse-moi. C'est un autre poste. Je te dis la question, comme ça, voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour mieux moduler mon faux self dans le cadre du travail? Alors, comment dire? La notion de faux self, il faut à un moment donné l'articuler avec la question de la posture professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un cadre? Un cadre, c'est quelqu'un qui doit combiner, un peu comme des praticiens, le fait d'être un coup dans l'accompagnement, un coup dans le contrôle. C'est-à-dire que quand vous me dites, quand la dame qui pose la question dit qu'elle essaie d'être en mode collaboratif et qu'à un moment donné, elle perd en autorité, moi, j'ai envie je me dis qu'elle va se situer du côté du caméléon, c'est-à-dire qu'elle va aller se situer du côté de faire la gentille maman contenante, et on est tous sur le même plan, et on devient une animatrice de réunion. Sauf que quand on est un cadre, on ne peut pas jouer qu'à ça. On peut faire ça 1 heure de temps en temps. On peut faire ça, il faut comment dire, il faut décider d'un début et d'une fin de sa posture d'accompagnatrice de projet, d'accompagnatrice de groupe. Et le reste du temps, on est en mode cadre, c'est-à-dire en mode contrôle. En fait, disons qu'il faut apprendre à articuler les deux. Et si on est tout le temps d'un côté ou tout le temps de l'autre, on se retrouve avec la même problématique. On va dans les extrêmes. C'est-à-dire que de l'accompagnement avec son équipe, on devient la gentille maman. Et le jour où on veut faire de l'autorité, les gens en face ne comprennent plus pourquoi la gentille maman est plus gentille et puis qu'elle se met à taper sur la table et qu'elle ne veut pas renouveler mon contrat et qu'on ne comprend plus. Ouais. Et si on va que de l'autre côté, et avec jamais d'accompagnement, ben à un moment donné, on devient un tyran. Je caricature un peu, mais c'est pour expliquer les deux. Très clair. Et c'est pareil avec quand on est un formateur. Un formateur, on cadre un groupe, on se retrouve à jouer, à faire un coup le cadre contenant et un coup l'accompagnateur de dynamique humaine à l'intérieur. Et si on va que d'un côté ou que de l'autre, à un moment donné, le boulot dans son ensemble ne se fait plus. Donc moi, j'ai envie de dire à cette dame qu'il faut revoir sa posture dans le sens où la mission de cadre ne peut pas se réduire à du travail collaboratif. Ouais. Parce que le collaboratif, ça veut dire qu'on est toujours sur le même plan, et un cadre, c'est pas toujours sur le même plan. C'est pas possible. Très intéressant. Merci d'avoir posé la question, Sabrina, parce que ça vient chercher des choses chez moi. Donc, oui, super. Christophe, se sentir en insécurité, est-ce un facteur pour rester en faux self? Ah oui, complètement. Ben, on a construit, en fait, comment dire, quand on est enfant, à 2-3 ans, on n'a pas de faux self. On dit tout ce qu'on pense et c'est normal. Au fur et à mesure qu'on grandit, nos parents nous disent non, il faut dire bonjour à la dame, il faut bien se comporter en société, il faut renvoyer une bonne image, il faut être poli, il faut être mesuré. Voilà. Et on apprend à construire un masque social dans la vie en société. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a une distinction entre l'image qu'on donne dans les situations où on n'est pas vraiment en sécurité et en confiance et les moments où on peut être spontané et naturel. Le problème, c'est que quand on n'est pas en sécurité, on finit par penser que le seul moyen d'être en sécurité, c'est de renvoyer très exactement la bonne image. Et donc, on va utiliser toute sa ressource pour renvoyer l'image qui nous donne le sentiment d'être en sécurité. Soit dans la vie sociale, parce qu'on nous a dit qu'il fallait être absolument hyper conforme et que si on n'était pas, c'était dramatique et qu'on allait être exclu de son groupe social. Soit carrément dans la famille où on vous dit que vous avez une place très précise et vous n'avez pas le droit d'en sortir. Ça arrive aussi, malheureusement. Il faut correspondre à tel rôle. Donc oui, plus on est en insécurité, plus le faux self prend de la place.
Et c'est normal. Après, le problème, c'est quand on se sent tout le temps en insécurité et qu'on ne peut jamais l'enlever. Mais il y a des moments où on est en insécurité et on met son faux self et c'est tout à fait normal et légitime. C'est pas un problème d'avoir un faux self. Le problème, c'est de jamais pouvoir l'enlever, de jamais pouvoir le moduler. Il y a plein de gens qui me disent j'ai un faux self, il faut que je l'enlève, il faut que je l'arrache. Non, non, on se calme. C'est très bien d'en avoir un, à condition qu'il soit un outil à notre service et au service de la relation et pas un piège. Et donc d'en avoir conscience, hein, c'est vraiment ça aussi. À quel moment il apparaît, à quel moment, et je module, comme tu le dis bien, en fait. Hein, et ça, c'est nous qui avons le curseur à positionner, évidemment, quoi. Il y a quelqu'un, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément regardé la vidéo. Est-ce que tu peux juste réexpliquer rapidement la différence entre le faux self figé et le caméléon? Ouais. Alors, on reprend les doigts comme ça, là. On a un continuum de positionnement entre deux extrêmes. D'un côté, on est dans l'hyper-distanciation de l'autre, donc c'est ce que j'appelle le faux self figé. On a un masque hermétique. On est sous cloche, on est derrière une vitre et on joue son personnage dans tous les moments possibles et on n'en sort jamais. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi j'ai grandi avec un faux self d'hyper sachant, c'est-à-dire que j'ai été dressée pour être une sorte de petit singe savant qui a 19 de moyenne partout et qui sait tout et qui n'a pas le droit d'être autre chose que ça parce que si je suis autre chose que ça, je suis en danger. C'est la seule place à laquelle j'avais droit quand j'étais gamine. Et donc, j'ai passé un grand moment comme ça à mettre du savoir entre l'autre et moi. Donc, c'était ma vitre à moi, en fait. Hein. C'était de mettre des bouquins, des citations. Il y a des gens qui, pendant des années, n'ont jamais entendu parler d'autre chose que de savoir, de culture, de citation du dernier bouquin que j'avais lu. Ils ne savaient strictement rien de moi. Voilà. Donc, on est pile dans le faux self figé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de personnage comme ça qui est inhabité, désincarné, et qui sert à mettre un rempart hermétique entre l'autre et soi. Et souvent, on finit par transformer ça, ça devient notre métier. C'est-à-dire que si on a eu un faux self de winner, voilà, on va devenir entrepreneur, champion de sport, et on n'a pas le droit d'être autre chose que ça. Moi, je suis devenue formatrice, c'est-à-dire l'incarnation de la personne qui transmet son savoir à tout le monde. Voilà. Et donc, entre 20 et 30 ans, j'ai bien... voilà. Mais donc, ouais. Par exemple, parce qu'hier, on a beaucoup parlé d'humour hein, dans une de mes graines, puisque je parle de graines pour l'instant, la graine de folie. Est-ce que quelqu'un qui, effectivement, est tout le temps en train de blaguer, etc., on pourrait quand même dire qu'il a un faux self figé? Ouais, c'est aussi figé, ça? Ouais, ça peut, hein. S'il n'a pas le droit d'être autre chose que ça. Oui, c'est ça. Je vais te dire une chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une interview, alors je ne pensais pas que j'allais en parler, j'ai entendu une interview de Jean-Marie Bigard qui a raconté que dans la fratrie, quand il est né, on ne l'attendait pas et qu'il a complètement construit sa place en disant non mais vous ne m'attendiez pas mais je suis drôle quand même. Et il raconte que pendant des années et des années et des années, il a fait tout ce qu'il a pu pour être drôle parce qu'il pensait que s'il ne recevait pas de l'amour pendant une seconde, il allait être foudroyé sur place. Et bien là, je ne veux pas poser des diagnostics sauvages sur la tête des gens, mais ça sent un peu le masque social qui prend trop de place. Voilà. Et ça veut dire je n'ai pas le droit d'exister autrement qu'avec ça. Et si ça ne marche pas, je ne suis plus rien. C'est terrible, hein, c'est une pression terrible. Voilà, donc c'est intéressant. Exactement. Ok, merci. Et donc le caméléon, par contre, de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, le caméléon, c'est celui qui va se mouler sur les besoins de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on a la distanciation absolue, de l'autre, on a la fusion absolue. C'est-à-dire qu'il va disparaître pour laisser toute la place à l'autre. Donc, il se fait creux et il accueille l'autre. Alors, en tant que praticien, on connaît ça, se faire creux pour accueillir l'autre. Ce n'est pas un problème dans l'absolu, mais nous, on va le faire de 9h à midi et de 14h à 18h. Le caméléon, il fait ça tout le temps avec tout le monde, avec les amis, avec les enfants, c'est normal aussi, mais il y a des gens avec qui c'est pas normal de faire ça tout le temps. Et donc, ils vont être épuisés. Alors, on entend souvent ça, par exemple, chez les professionnels du soin, les infirmières qui font des burn-out parce qu'elles sont surimpliquées émotionnellement. Quand on est surimpliqué émotionnellement tout le temps avec tout le monde, c'est qu'à un moment donné, il y a fusion.
Voilà. Et ça génère des burn-out, ça génère beaucoup de souffrance. Hein. Et surtout, ça donne le sentiment que si l'autre n'est pas là, on n'a plus de forme, on n'existe plus, puisqu'on moule sa forme toujours sur l'autre. Donc, sans lui, on se sent vide, on se sent désincarné et on n'a plus d'intériorité. Voilà. Et ça, c'est le pendant. En fait, c'est la même problématique, c'est le même nœud, mais chacun de son... Voilà. Et alors, souvent, j'ai remarqué que les gens qui sont comme ça, qui ont été longtemps en posture de fusion, quand ils n'en peuvent plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait, ça c'est caractéristique chez beaucoup de gens qui sont des soignants et qui n'en peuvent plus, ben, ils passent comme ça de fusion à hyperdistanciation. Et on se retrouve avec des situations soit d'épuisement du praticien, soit de maltraitance aussi parfois, parce que quand on doit travailler avec un public qui est en souffrance et qu'on se met derrière une vitre pour être sûr de ne rien ressentir, eh ben, pour ne pas souffrir, on se retrouve on n'est plus dans la relation de soins. Il n'y a plus d'humanité. Ça arrive. Et c'est la même problématique. Oui. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, le faux self fait partie de notre vie, comment détecter les limites entre le faux self et moi-même, enfin, ce qu'elle appelle le moi-même. Alors, Winnicott, c'est celui qui a inventé le concept. Il parle de vrai self. Et ce qu'il dit du vrai self, c'est que ce n'est pas un vrai visage caché sous le masque, c'est notre potentiel de créativité qui nous permet de jouer à tous les rôles qu'on veut. Donc, c'est quoi la différence entre le faux self et le vrai? C'est est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je suis créative? Est-ce que je peux moduler mon masque comme je veux? Est-ce que je choisis ce que je montre de moi ou pas? C'est la question du choix, en fait. C'est quand on est dans les extrêmes, on n'a pas le choix, on subit sa stratégie de défense. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que je suis en train de me défendre de l'autre en refusant de coexister avec lui? Parce que quand je suis en fusion avec lui, on n'est plus deux. Donc, il n'y a pas coexistence. On a l'impression, mais non, en fait. Dans des deux côtés, il n'y a pas coexistence avec l'autre. Donc, la différence, c'est est-ce qu'il y a coexistence avec l'autre? Est-ce que je me sens créatif ou est-ce que je suis en train de me cacher? Voilà. Est-ce que je suis en train, d'une façon ou d'une autre, d'essayer d'échapper à la relation à l'autre? Voilà. Ok, ouais, très clair. Merci beaucoup. Alors, je vais retourner aux questions. Tout d'un coup, il y en a plein qui sont arrivées. Alors, je regarde, celle-là, on a répondu. Alors, Sandrine qui me dit comment expliquer que je donne une image totalement différente de ce que je suis, alors que je ne suis pas dans le faux self, bien au contraire, toujours moi, quelle que soit la situation. Tu vois la question? Tu veux que je te la répète? Non, c'est bon, je ne la vois pas, mais je pense que là il y a un conflit entre je suis moi tout le temps et je ne renvoie pas la bonne image. Donc, soit vous croyez que vous êtes vous tout le temps et est-ce que ce vous, il est toujours le même? Auquel cas, ça pourrait avoir tendance à tendre vers le j'ai un masque qui est toujours le même et je crois que c'est moi parce qu'à un moment donné, je l'ai tellement depuis tellement longtemps que je crois que c'est moi. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, c'est, je ne me souviens plus, mais il y en a une. L'image, la question de l'image que je renvoie? Oui, c'est la question, c'est on ne contrôle pas l'image qu'on renvoie. Et donc, si l'autre ne nous renvoie pas ce qu'on pense être, ce n'est pas forcément de notre fait, c'est aussi la projection de l'autre. Et c'est accepter l'idée que l'autre projette des choses qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on n'a aucune prise. Et on peut être aussi spontané et créatif et naturel qu'on veut. Ça ne veut pas dire que ça sera reçu comme tel. Et quand on a un faux self et qu'on a envie de contrôler son image, c'est très dur d'accepter l'idée que quoi qu'on fasse, qu'on soit spontané ou pas, on n'a absolument aucune maîtrise sur ce que l'autre va recevoir. Absolument pas. C'est difficile. Ok, super. Nicolas nous pose la question, la pratique de l'honnêteté radicale, je ne sais pas si tu connais, de Brad Blenton. Ok. Oui. Est-elle un moyen de réguler le faux self? Admettons, mais ça ne peut pas être ça tout le temps. C'est-à-dire que l'honnêteté radicale, ça voudrait dire, voilà, on est soit d'un côté, soit de l'autre, on ne dit jamais vraiment ce qu'on pense, on est tout le temps en train de se suradapter. À un moment donné, on se met à lâcher tout ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, on se remet à la place du gamin de 3 ans qui n'a pas de faux self et qui dit tout ce qu'il pense comme ça vient. Pourquoi pas, à condition que ce soit une étape pour relancer le processus d'apprentissage de la relation à l'autre.
Mais je ne pense pas que rester toute sa vie en mode enfant de 3 ans qui dit tout ce qui lui passe par la tête, ça va permettre de créer des relations saines et stables. C'est-à-dire que c'est un bon moyen pour se faire remettre en place assez souvent. Et je pense que dans notre communauté, il y a certaines personnes qui sont très là-dedans, qui ne mesurent pas nécessairement que dire les 4 vérités à l'autre, ce n'est pas forcément demandé, souhaitable, et qu'en tout cas, ça ne crée pas de lien. C'est ça. C'est ça. Il y a dans mon jargon professionnel, on parle de la figure du parésiaste. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est celui qui dit sa vérité comme ça vient. Et donc, on peut le faire de temps en temps. Tu es praticien, tu vois que l'autre, il est en train de s'enliser dans un truc. À un moment donné, tu vas te permettre de dire, bon, maintenant voilà. Maintenant, on met ça sur la table. Et on peut le faire 1 fois, 2 fois, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec une de mes thérapeutes, mais l'alliance thérapeutique qui était créée. Oui, l'alliance thérapeutique était créée et elle l'a fait 1 fois, donc, et ça m'a fait avancer. Je pense que si elle avait fait ça tous les jours, voilà. On peut pas, quand on est dans la relation à l'autre, faire abstraction de sa sensibilité, de sa subjectivité, sous prétexte qu'on s'est tellement contenu pendant des années que maintenant, il faut que ça sorte. Oui, d'accord, il faut que ça sorte, mais je ne peux pas vous conseiller de faire ça pour les 30 prochaines années. C'est pas possible. C'est pas, non, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a plus de respect pour la sensibilité de l'autre, qui peut-être lui aussi il a des problèmes de faux self et de sensibilité, de peur et de défense. Oui, il n'est peut-être pas prêt à entendre ce qu'on a à lui dire. Je pense que c'est important aussi de pouvoir entendre ça. Mais merci pour cette réponse et pour cette question aussi, Nicolas. Maëva demande, est-ce que, par exemple, le MDR peut aider pour se libérer de ce faux self figé et de la posture caméléon? Le MDR? Ouais. Alors, est-ce que le MDR, ça peut aider? Sûrement. Moi, j'ai utilisé le MDR pour d'autres trucs. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'ai tendance à recommander quand on a des traumas qui sont bloqués, des émotions qui sont bloquées. Maintenant, le lien direct entre ça et le faux self, j'ai envie de dire, ça dépend pourquoi on a un faux self. On peut avoir un faux self pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec un trauma bloqué, des émotions bloquées. Là, moi, je ne suis pas psychologue, donc ma capacité à répondre à cette question est un peu limitée. Je ne peux pas aller au-delà d'une certaine limite au niveau de la réflexion. Mais je pense que, je te rejoins, je ne suis pas sûre que je puisse aller beaucoup plus loin, mais ça dépend comment ce faux self s'est construit et s'il y a effectivement une histoire traumatique alentour de ça. Mais ça, on ne le sait pas forcément. C'est le thérapeute qui va nous aider à dénouer cet aspect-là des choses. Et donc, en travaillant, mais que ce soit en EMDR ou avec une autre technique, en travaillant, en dénouant cet aspect traumatique, ça peut très probablement aider. Mais voilà, ça demande vraiment d'être pris en charge par quelqu'un qui connaisse tout ça et qui puisse faire effectivement les liens. Oui. Oui, Dominique dit il y a l'EFT qui peut aider. Oui, l'EFT, l'IFS, l'hypnose, il y a plein de techniques qui peuvent aider. Alors, une question encore, on va arriver tout doucement au bout. Elisabeth qui nous demande, j'ai un peu de mal, comment être authentique quand on est à des moments dans ce faux self? Ça dépend de ce qu'on entend par authenticité, en fait. C'est un concept un peu, comment dire, conflictuel. Est-ce que authentique, ça veut dire être 100% ce qu'on doit être? Ou est-ce que authentique, ça veut dire choisir l'angle sous lequel on se présente, qui est forcément subjectif, mais qui est sincère à un instant T, sachant que le lendemain, on va peut-être montrer autre chose, et ça ne veut pas dire qu'on est, qu'on n'est pas sincère. Et comment dire, il y a un questionnement philosophique derrière tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'un être humain, c'est une essence pure, avec une authenticité qui est 100% ce qu'il doit être, et puis il y a un masque devant qu'il faut enlever pour révéler sa vérité? Il y a tout un courant philosophique et un courant du développement personnel qui tourne autour de ça. Donc, il y a plein de gens qui croient ça. Pourquoi pas? Mais après, il y a une autre façon de penser le truc, c'est que, et c'est la définition de Winnicott, c'est qu'il y a le faux self, derrière, il y a un potentiel de créativité qui nous permet de choisir et de moduler ce qu'on montre pas. Et tant qu'on montre des morceaux de soi qui sont sincères et qu'on est pleinement présent dans ce qu'on fait avec l'autre et qu'on est vraiment en train de jouer avec lui
et qu'on n'est pas, comment dire, qu'on est pleinement impliqué dans ce qu'on est en train de faire, c'est une autre façon d'être authentique, si vous voulez. Ce n'est pas la même définition, parce que ça dépend du modèle philosophique à l'intérieur duquel on se trouve. Est-ce qu'on a une essence ou est-ce qu'on n'a pas d'essence? Voilà. Et ça, chacun se positionne dans la définition qui colle le plus avec sa philosophie. Okay. Celle de Winnicott, c'est qu'il n'y a pas d'essence. Et où est-ce qu'on pourrait mettre l'hypocrisie? Il y a une question sur l'hypocrisie. Est-ce que l'hypocrisie, on peut l'associer à un des faux self ou pas forcément? L'hypocrisie, ce n'est pas une stratégie de défense. L'hypocrisie, c'est une stratégie qui vise un gain. C'est une forme soit c'est une stratégie sociale qui est consciente, l'hypocrisie. Alors que le faux self, c'est une stratégie inconsciente la plupart du temps, qui vise à se planquer parce qu'on a l'impression que si le faux self saute, on va mourir sur place. Donc, je ne pense pas que ce soit équivalent. OK. Juste avant de terminer, j'ai envie de rebondir, je l'ai vu dans le chat pendant les questions, mais quelqu'un pose la question, est-ce que les normopensants sont concernés par le faux self? Bien sûr que oui. Je vais laisser Maria répondre à ça, mais j'ai juste envie de dire, arrêtons de penser qu'il y a un truc pour les HP et puis pour les autres. Je te laisse la parole, mais... C'est pour tout le monde le masque social. La seule différence, c'est que les HP qui grandissent en ne comprenant pas leur situation, en ne comprenant pas leurs différences, peuvent, ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent utiliser cette stratégie de défense-là en priorité. Donc, on va se retrouver avec des masques qui prennent beaucoup de place, mais ce n'est pas parce qu'ils sont HP, c'est parce que, comment dire, ils auraient pu choisir une autre stratégie de défense que celle-là. On ne choisit pas, mais on crée, on utilise ce qu'on a comme ressource. Voilà. Et quand on est HP, qu'on a une grande sensibilité sur ce que désire l'autre, on va avoir plus de facilité à se mouler sur ses attentes, par exemple. Donc, je ne pense pas que ce qu'on appelle les normaux pensants, j'aime pas trop non plus ce terme, je ne pense pas qu'ils soient exempts de problématiques identitaires et de problématiques de masque, absolument pas. Mais je pense que les particularités du HP le rendent particulièrement sensible à ces problématiques-là. Voilà. Magnifique, on aurait encore des tas de choses à dire. Merci en tout cas d'avoir été là avec nous. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel, 6 clés pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.